Alors, l'heure est maintenant venue d'écrire ce que j'appelais au début de notre journée l'épilogue de notre pièce de théâtre, avant que Louis Gallois, vers 17h30, y mette le point final. Il s'agit bien sûr d'essayer de réussir la synthèse de cette journée de discussion, de débat et d'idées. Et pour ça, je vous demande d'applaudir Alain Dehaze, Jean-Pierre Le Tartre, Javier Rimeno et Bruno Lanvin. Jean-Pierre se met là. Oui, c'est là. Oui, bien. Voilà. Bien. Alors, qui ai-je à présenter? Il y a une seule personne que j'ai à présenter sur cette table ronde, parce que les autres, vous les connaissez. Javier arrive. Bon, Javier et Bruno, vous les connaissez. Alain Dehaze, le président du groupe ADECO, vous le connaissez. J'ai donc l'honneur et l'avantage d'accueillir Jean-Pierre Le Tartre, qui préside EY en France, qui est directeur général d'EY France, Luxembourg et Maghreb. Nous avons passé une très bonne journée avec EY grâce à Marc Lermite. Vous avez aimé Marc Lermite, vous adorerez Jean-Pierre Le Tartre. Alors, vous avez à réussir une mission impossible, mais je sais que vous l'acceptez, réaliser la synthèse de toute une journée en véritablement très peu de temps, d'autant moins de temps que grâce à l'intervention de M. Montebourg et au dialogue avec Pierre Gattaz, nous avons eu le droit à un petit rab qui a mordu sur le temps de notre séquence, mais ce n'est pas grave, je crois que ça en valait absolument la peine. Donc pour ne pas perdre une minute et ne pas être responsable de ça, je demande à Alain de bien vouloir ouvrir cette séquence recommandation. Eh bien, ça ne sera pas une tirade, on va essayer d'aller très très vite, parce qu'effectivement, on est arrivé à un moment capital de notre journée, que j'ai l'honneur de vous présenter, c'est celui de vous livrer les recommandations des États de la France. Alors, on a eu des discussions très riches, des échanges parfois passionnés, beaucoup de pertinence dans tous les propos. Et tout à l'heure, Pierre Gattaz va réagir à ces recommandations, même s'il a déjà réagi à Arnaud de Montebourg. Mais avant de vous laisser la place, Pierre Gattaz, j'aimerais vous faire part des réflexions qui sont miennes, et parce que je retiens différentes choses des discussions. Tout d'abord, c'est que la France, elle est un pays merveilleux et qu'elle a de nombreux atouts. Elle a eu un héritage, elle a un héritage fantastique que personne ne peut lui enlever. Tout d'abord, c'est sa position géostratégique. Nous sommes au cœur de l'Europe, nous sommes au cœur du plus grand marché mondial. Outre cela, nous avons des merveilleux talents. On a entendu cela tout à l'heure en termes de formation. Ça a été également les résultats de l'étude INSEAD. Et puis ces talents, ils sont créatifs, ils sont source d'innovation. Et tout ça, ça nous aide à, bien sûr, à attirer l'investissement, à développer l'investissement, et plus particulièrement de sociétés internationales telles que la nôtre. La deuxième observation que je voudrais faire, après avoir écouté tous ces chefs d'entreprise nous dire les difficultés qu'ils rencontrent parfois pour convaincre leurs quartiers généraux de faire le choix de la France, c'est que nos handicaps portent tous sur des paramètres sur lesquels nous pouvons, nous, jouer. Je pense notamment au poids des réglementations et au poids des charges. Or, il est bien plus facile d'exercer une influence sur le changement du poids de ces réglementations et des charges que de changer la position géostratégique de la France dans l'Europe. La troisième observation, c'est qu'au cœur de la problématique de l'attractivité se trouve le rapport de la France avec le monde. Et ce monde, il bouge vite, il bouge souvent plus vite que nous le faisons, et ça nous inspire des réactions de crainte et de repli. Or, nous savons, pour vivre la mondialisation au quotidien, que la France a une carte majeure à jouer, et que pour ce faire, la France et les Français doivent reprendre confiance tout d'abord en eux-mêmes et en leur avenir. Ils doivent retrouver une fierté qu'ils ont malheureusement ces dernières années perdue. Ma quatrième observation, c'est que nous vivons un moment critique. La question que nous sommes posées durant toute cette journée,
c'était de savoir est-ce que nous sommes du côté du décrochage ou est-ce que nous sommes du côté du rebond. Et la France, elle a de tout temps manifesté une formidable capacité de rebond, et les exemples historiques abondent. Malheureusement, on a aussi ici une tendance à attendre les dernières extrémités pour prononcer notre aggiornamento. Churchill a dit, il y a eu beaucoup de citations aujourd'hui, on n'a pas encore cité Churchill, Churchill a dit « Never waste a crisis ». La crise que traverse notre pays peut être salutaire. Pierre Gattaz l'a rappelé lors de son université d'été, pour peu qu'avec lucidité et courage, un cap, un projet mobilisateur et enthousiasmant soit proposé aux Français. C'est tout cela qui va irriguer les recommandations que l'on va faire maintenant. C'est tout cela que ces chefs d'entreprise aiment, et c'est pour toutes ces raisons-là qu'ils croient en la France. Il est une dernière considération que j'aimerais poser. À de multiples reprises, et on vient encore de l'entendre, nos débats sur l'attractivité de la France ont appelé celle de l'Europe. Nos sièges mondiaux, avant de raisonner local et même national, ils résonnent de plus en plus région. Et en ce sens, l'amélioration de l'attractivité de de la France ne saurait se concevoir sans celle de l'Europe. On le voit, les industries qui réussissent aujourd'hui sont souvent des projets européens. On a parlé par exemple de l'aéronautique. Voici aussi maintenant que depuis 3 ans, sur le modèle des États de la France, Denis a fondé The State of the European Union. Et le 7 novembre dernier, nos présidents soit mondiaux, soit européens, ont présenté au président Barroso les recommandations de The State of the European Union. Et je vais maintenant laisser la parole à Bernard Vergne, qui est en fait le chairman du European Executive Council, notre cercle européen, vous les présenter. Merci. Merci Alain. Bernard, à la tribune, on vous voyait en photo, la photo est passée très vite, mais vous étiez à côté de M. Barroso. Voilà, la revoilà, vous étiez à sa gauche, et je crois que ça doit bien être Dominique, qu'on avait avec nous tout à l'heure, qui est juste à sa droite. Allez, on vous écoute Bernard. Merci Alain. Chers amis, au cours des 25 ans chez Microsoft, passés en France, mais en responsable de la France et puis de l'Europe, une des convictions que j'ai eues, c'est que l'attractivité de la France n'a de sens que dans le cadre de l'attractivité de l'Europe. Et en fait, au passage, je remercie Yvon Gattaz de m'avoir rappelé ce matin ou m'avoir réalisé qu'en 1983, j'avais créé à Paris la filiale d'une PME, puisque Microsoft n'avait à l'époque que 250 personnes, et qu'en 1989, j'avais créé le quartier général européen à Paris d'une ETI. La petite société a grandi depuis. Le 7 novembre, on a donc présenté les conclusions du State of the European Union à José Manuel Barroso. Et les 7 recommandations qu'on lui a données, qu'on lui a présentées, sont en grande synergie avec les thèmes de la conférence d'aujourd'hui. Alors je vais vous les livrer et vous allez voir que tout ce que je vais dire, je pense que vous l'avez déjà entendu. Le premier thème était le thème de la compétitivité. On lui a dit que la compétitivité de l'Europe devait être au centre de tous les agendas européens, qu'il nous fallait moins de bureaucratie, qu'il fallait simplifier les processus administratifs, que la culture entrepreneuriale devait être largement comprise par toutes les sphères, y compris la sphère politique, et partagée, qu'une meilleure communication et qu'une meilleure préparation des économies européennes devaient se faire face aux changements et aux évolutions des marchés globaux. Le deuxième thème qu'on a évoqué était la recherche d'un juste équilibre entre l'harmonisation et la diversité. Chacun de nos pays a son histoire. Arnaud Montebourg vient de dire son ADN, son histoire et sa géographie. Mais l'Europe devrait être en même temps capable de parler d'une voix forte et crédible face aux marchés globaux et poursuivre, sinon accélérer, l'adoption de standards communs, en particulier y compris en fiscalité, et la création d'un véritable marché unique qui n'est pas encore tout à fait là, certainement dans les services. Le troisième thème était le thème de la mobilité des travailleurs. On a évoqué l'idée d'un Erasmus pour travailleurs qui permettrait effectivement, de la même façon que les étudiants peuvent bouger, que nos travailleurs puissent bouger. J'ai
réalisé personnellement la difficulté qu'il y avait eu à avoir travaillé dans plusieurs pays européens en prenant ma retraite. C'est difficile, ils ne se parlent pas beaucoup. Et à une époque en particulier où 75% du PNB et 70% des emplois européens sont créés par les services, les législations du travail datant d'un monde industriel doivent être adaptées. L'Europe doit se donner les moyens de devenir la géographie où le marché du travail est le plus avancé, le plus flexible et le plus innovant. Le quatrième point qu'on a abordé était le point de l'entrepreneuriat. Créer un vrai lien entre l'éducation et l'entreprise, ça a été couvert aujourd'hui largement. Renforcer encore la liaison entre le monde financier et l'entreprise, ça a également été couvert. Motiver plus encore le venture capital, ça a été couvert. Réduire les barrières à la création, supporter de vraies mesures d'aide à l'exportation, toutes mesures focalisées sur l'aide et le développement de nos PME et de nos ETI européennes. Le cinquième point, également relié à cela, c'est l'esprit et la création ou le développement d'un esprit ou d'une culture d'innovation en Europe. On en a parlé. Gérald Cassanti, que je cite presque, disait « L'innovateur sont les plus puissants ferments du changement ». Et si l'on rêve que les prochains Microsoft, les prochains Apple, Google ou Facebook puissent émerger en Europe, on doit mettre en œuvre les conditions qui permettront aux jeunes pousses d'aujourd'hui de transformer leur R&D en innovation, leur innovation en produits, leurs produits en exportation, le tout en succès commerciaux globaux, tout en restant en Europe, sans partir en Chine aujourd'hui, à Shanghai ou en Californie. Ça rappelle encore une fois la liaison université-entreprise, la disponibilité de capital risque et la juste reconnaissance par tous, par nos cultures, du risque accepté par chaque entrepreneur qui prend, disons, des risques personnels en lançant une entreprise. Le sixième point, qui se relie à la recommandation sur l'innovation, c'est qu'il va falloir beaucoup d'innovation pour promouvoir et vendre la marque, non pas Made in France, mais Made in Europe. On lui a dit que c'était une marque formidable, mais qu'elle était souvent ignorée, mal marketée, j'ai déjà entendu ça il y a quelques minutes, et quelquefois abandonnée. Il faut ressusciter le rêve européen, ce rêve de paix et de prospérité qui fut au cœur de la création de l'Europe. Redonner à la substance, à la promesse, demande aujourd'hui de trouver des solutions au chômage de masse ainsi qu'à la paix sociale. Résoudre ces problèmes est le chemin incontournable pour redonner confiance en l'Europe, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, en particulier dans l'esprit de la jeunesse européenne. Le cinquième point pour conclure était le rappel au président Barroso que pour s'engager sur le long terme, pour faire les meilleurs paris sur le futur, pour réussir, un entrepreneur a besoin de visibilité, de perspective, de sécurité, et qu'il est impératif que l'Europe fournisse une vision claire et précise de ses directions et de ses règles du jeu. Pour avoir été attentif au débat que nous avons eu aujourd'hui, je pense que les recommandations des États de la France que l'on va découvrir maintenant s'inscriront en intime cohérence avec celles que je viens d'évoquer et que nous avons formulées au niveau européen. J'ose en conclure que France-Europe, même combat. Merci de votre attention. Merci beaucoup Bernard Verne. Alors, je vais d'abord poser la même question à Jean-Pierre Le Tartre et ensuite à Bruno Lanvin. Une appréciation très générale d'abord sur la journée que nous venons de passer. Quels enseignements, vous êtes tous les deux des pros, j'allais dire de l'attractivité, je l'ai dit ce matin. C'est surtout Marc Lermite, comme tu l'as dit. Oui, enfin c'est EY, me compliquez pas trop la tâche s'il vous plaît, elle est déjà suffisamment compliquée comme ça. Vous êtes des pros de l'attractivité, qu'est-ce que vous avez appris ou senti que vous ne saviez peut-être pas ou qui vous paraît absolument fondamental comme un apport de ce que la journée a pu fournir à la réflexion? Moi, j'ai envie de vous dire deux sentiments qui confirment au fond des tendances qu'on constate depuis de nombreuses années, surtout le premier. Le second est un peu plus nouveau. Le premier sentiment, c'est que, au fond, le niveau d'urgence est extrêmement élevé. Que quand on voit l'évolution des critères qu'on a dans notre étude d'attractivité,
quand on voit ce qui a été dit aujourd'hui, au fond, c'est vrai que la dégradation, elle ne date pas d'il y a 2 ans ou d'1 an et demi. Il n'y a pas de marqueur politique. La dégradation, elle date d'une dizaine d'années, en gros, en termes d'attractivité. Et que là, il y a vraiment urgence, parce que, d'ailleurs, on avait titré notre étude d'attractivité 2012, la France, dernier appel. Donc, je disais avec Marc tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va titrer sur notre étude d'attractivité France 2013 Il m'a dit, oui, je t'avais dit que ce n'était pas un bon titre, puisque c'était mon idée de titre. Qu'est-ce qu'on va traiter? Et je lui disais, au fond, on pourrait peut-être titrer, je ne sais pas si c'est ce qu'on va faire, la France sort des clous. C'est qu'en fin de compte, aujourd'hui, la question, c'est qu'on sort, disons, d'une certaine parité de compétitivité avec nos concurrents. Et c'est ça le sujet. Et donc, il y a besoin d'un effort, d'un retournement extrêmement vif, extrêmement vigoureux, un choc de compétitivité qui est essentiel. Et mon deuxième sentiment, qu'on a ressenti un peu aujourd'hui avec des nuances, c'est qu'il y a une bonne nouvelle par rapport à cela, et je pense qu'on ne le dit pas assez, c'est que les Français sont beaucoup plus prêts aux réformes et aux changements que ce que ne pensent quelquefois leurs représentants. Et quand on a dit ça, je vous donne des exemples concrets, parce que ça faut prouver ça. Rappelez-vous, le mot compétitivité. Est-ce que la France a un problème de compétitivité? Il y a 2 ans, il y avait des colloques qui disaient il n'y a aucun problème de compétitivité coût, il y a un problème de compétitivité hors coût. On avait beau dire, vous savez, il y a peut-être les deux. Aujourd'hui, plus personne ne conteste le fait qu'on a un problème de compétitivité coût. Et donc, on a amélioré le diagnostic, la connaissance, l'appropriation du diagnostic. On pourrait dire la même chose aussi sur le poids de la fiscalité et des charges sociales. Je pense que plus personne ne va dire, même ici, les représentants du gouvernement n'ont pas dit qu'il n'y avait pas assez de fiscalité et de charges sociales. Ils disent que ça peut rester pareil. Mais en fin de compte, aujourd'hui, ils considèrent qu'effectivement, on ne peut pas augmenter la pression fiscale et sociale, ce qui ne se disait pas il y a quelques mois. Et donc, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la maturité d'appropriation du diagnostic de la situation. Et donc, c'est donc une immense opportunité pour bouger et pour changer. Alors, je peux dire, c'est vrai que l'appréciation de ça, c'est l'appréciation qu'on a des Français. Est-ce que leurs représentants ont la même? Et je dois dire qu'aujourd'hui, en fin de compte, on voit qu'il n'y a pas de cohérence dans le discours politique, puisqu'au fond, on a une première intervention de Mme Berger disant, au fond, il n'y a pas de problème de fiscalité ni de charges d'État, il y a un problème de comment on affecte la fiscalité, comment on affecte les charges d'État, donc comment on fait la cuisine dans la même bassine. Hein. Et il y avait le discours de Montebourg qui était un peu plus proactif, sur effectivement, il y a des changements nécessaires. Mais remarquez qu'aucun des deux n'a cité un élément qui pourtant est aujourd'hui reconnu par la moitié des Français, ce qui n'était pas le cas non plus il y a 2 ans, c'est qu'aujourd'hui, le poids de la sphère publique est trop lourd pour l'économie française. Aucun des deux ne l'a reconnu, alors qu'aujourd'hui, la moitié des Français, dans un des sondages, reconnaissaient que oui, aujourd'hui, ça commençait à faire trop et qu'il fallait réduire le poids de l'État. Un mot, Jean-Pierre, parce que vous avez une double casquette. Vous avez EY et puis vos responsabilités au sein du MEDEF, au sein duquel vous menez un projet. Mais très, très brièvement sur ce projet. En quoi consiste-t-il et surtout, quel est son rapport avec notre sujet d'aujourd'hui? Il est essentiel. Le projet que Pierre m'a demandé de mener, c'est le projet justement positif de la France 2020, une France qui gagne. Parce qu'en fin de compte, si on est là, en tant que chef d'entreprise, français ou étranger, ou si on prend des responsabilités pour notre pays, c'est pas parce qu'on pense que c'est foutu. Parce que franchement, il y aurait d'autres choses à faire si on y pensait vraiment. C'est bien parce qu'on pense que ce pays peut s'en sortir. Et je pense que c'est la conviction qu'on a fait partager aussi aux représentants du gouvernement qui étaient là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour faire une France qui gagne? Et le MEDEF, comme on dit souvent, il n'est pas que gardien de but. Il n'est pas que pour bloquer les buts. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de tireurs en ce moment. Ça, des spécialistes du tir au but, il y en a beaucoup. Il est aussi, il a besoin de porter le combat en avant, d'être avant-centre. Et pour être avant-centre, c'est de porter comme vous le faites dans vos entreprises. C'est quoi la vision de la France en 2020? C'est quoi la stratégie de la France? Le discours, l'intervention sur la marque France était très intéressant. Oui, c'est lié, tout ça. Oui, très intéressant. Il faut effectivement porter une vision positive de la France. Et les chefs d'entreprise françaises, d'entreprises étrangères, on doit tous contribuer à cette réflexion. Et c'est pour ça qu'on a lancé ce projet très collaboratif de la France 2020. Merci Jean-Pierre. Alors, oui, Bruno.
je me perdais un peu. Même question qu'à Jean-Pierre, la question très générale. Vous avez suivi ça avec l'œil encore plus aiguisé de l'expert, parce que vous aviez produit l'étude. Qu'est-ce que nos débats vous ont apporté de plus que l'étude? Quand on prépare une étude avant une réunion, on est toujours partagé entre le souhait de recevoir une confirmation de ce que l'étude a dégagé et l'espoir qu'on va être surpris par quelque chose que l'étude n'avait pas envisagé. Et on a eu les deux. 3 confirmations et 2 messages importants qui s'ajoutent au débat. Les 3 confirmations concernent tout d'abord le fait que parler d'un franc optimisme, parler de raison d'espérer, de regagner le terrain perdu sur l'attractivité, ne réclame pas des attitudes de contorsionnistes. Il ne faut pas se forcer beaucoup pour identifier effectivement l'éventail des avantages indéniables dont la France dispose. Ça, c'était une confirmation. Deuxièmement, le fait que les talents, les compétences et l'innovation soient au cœur de cet effort. Les débats l'ont confirmé, le ministre l'a souligné, la prise de conscience est là, l'action est en train de se mettre en place. Troisième confirmation, et c'est là le débat entre compétitivité et attractivité, on ne peut pas imaginer un combat sur l'attractivité sans une économie ouverte. Donc ouverte commercialement, ouverte aux individus, ouverte aux idées nouvelles. Ça, c'est 3 confirmations qui ont été exprimées de façon éloquente par beaucoup de nos interlocuteurs ce matin et cet après-midi. Les 2 signaux supplémentaires qui m'ont particulièrement fasciné sont premièrement cette insistance sur la confiance. Et il est fascinant qu'en France, en français, le mot confiance recouvre en fait 2 termes totalement distincts en anglais, qui sont celui de trust et de confidence. On doit établir les 2. On doit établir un climat de confiance au sens de trust. Les entrepreneurs doivent pouvoir avoir confiance dans les autorités publiques et inversement pour développer ensemble des objectifs communs. Mais on doit aussi avoir suffisamment de confiance en soi, de confidence, pour savoir que nous avons les atouts de regagner la bataille de l'attractivité. Et puis, dernier élément sur la définition de l'attractivité, je crois que nos débats ont souligné qu'on ne peut pas réduire l'attractivité à la notion de séduction. La France est séduisante. La France va continuer à attirer ceux qui aiment bien la qualité de vie, tout ce que la France peut offrir et qu'on voit sur les cartes postales. Mais les investisseurs qui viennent en France viennent avec une ambition. Et ce qu'une ambition souhaite rencontrer, ce sont d'autres ambitions auxquelles se comparer et se combiner. Donc si la France elle-même, les Français ne sont pas ambitieux, ils ne vont pas séduire les investisseurs étrangers. Donc le leadership dans ce domaine-là, le fait de conduire est absolument essentiel. Pour le résumer en une formule, entre séduire et conduire, surtout ne pas choisir. Très bien, merci. Alors, ensuite, une question à Jean-Pierre et à Javier. Alors, question, mais vraiment réponse en un temps record. Quelle serait la mesure que vous auriez envie de défendre parmi toutes celles qui ont été évoquées aujourd'hui? Soit parce qu'elle est la plus importante, soit parce qu'elle est peut-être la plus originale, la plus inattendue. Qui veut commencer, Javier ou Jean-Pierre? Jean-Pierre a besoin d'un petit temps pour réfléchir, non? Comme tu veux. Bon. Non, c'est une question très difficile Oui. parce qu'il y a plein de choses à faire. D'ailleurs, je voulais te dire qu'on a fait dans le projet de France 20, on a commencé par faire le rapport des rapports. Parce qu'il y a eu plein de rapports sur les problèmes de France, d'attractivité, de vision, etc. On a relevé 400 rapports. Il y a du matériau. Hein. Il y a 400 rapports et on a fait le rapport des propositions. Et on a 400 propositions. Donc il y en a des idées. Hein. Alors l'idée maintenant. Donc je ne vais pas dire que c'est l'idée principale. Je peux en dire 2? Non, une. Oh, merde, il faut que je choisisse alors. Ouais. Je vais en dire une. D'abord, je pense, une chose, c'est que les propositions qu'on doit faire doivent être des propositions qui sont des engagements réciproques. Ce n'est pas que le gouvernement qui peut sauver la France, c'est aussi les entreprises, ce sont aussi les salariés. Et donc je pense qu'il y a une sorte d'accord collectif, pas de donnant-donnant, j'aime pas trop ça, mais d'accord collectif, d'engagement collectif. C'est mon premier point. Alors, moi j'en ai une qui est un peu, je la lance, un peu iconoclaste, certains vous ne serez pas d'accord, puisque j'ai cherché au fond quelque chose qui n'était pas toujours dit. Mais c'est ça qu'on veut. Voilà, eh bien moi je pense qu'au fond, les 35 heures ont tué l'image de la France. Vous en êtes des témoins tous dans vos boards. Revenir aux 39 heures, c'est très compliqué, tout le monde sait pourquoi. Et donc, j'ai plutôt à proposer quelque chose, parce que je pense que les mesures ont un impact de notoriété sur l'image de la France. Et donc, simplement, la France a décidé de travailler plus en augmentant le nombre de jours ouvrés. Pas en augmentant le temps de travail par semaine, en augmentant le nombre de jours ouvrés. On a un nombre de jours de congés qui est assez élevé, surtout si vous y ajoutez
les RTT. Si vous augmentez de 5 jours les jours ouvrés dans l'année, ça a un effet un peu arithmétique sur le coût du travail, bien sûr. Mais ça a surtout un effet très positif sur, oui, la France fait des efforts, okay, et ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien à l'État. Bien entendu, c'est un salaire équivalent, donc c'est un effort des salariés. Et donc, on va se poser la question, quel effort peuvent faire les entreprises? Parce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut faire un donnant-donnant. Et là, j'ai 2 propositions à faire. Une première pour les entreprises. Mais malin, elle est liée. Non, elle est liée. Une première bien fait de lui qui confier avait un été rapport reprise sur, dans le rapport de M. Gallois, qui est qu'effectivement, dans le sens de la collaboration, je pense qu'on doit réfléchir à faire plus participer les salariés à la gouvernance des entreprises. Et moi, je pense que là-dessus, il y a à réfléchir, et les chefs d'entreprise doivent y réfléchir, notamment à partir du moment où ces salariés sont représentatifs des salariés de l'entreprise. Et le deuxième point, peut-être, sur lequel on pourrait travailler aussi, c'est peut-être qu'il serait bon de revisiter un peu nos règles assez anciennes de calcul des incentives autour de l'intéressement et la participation des salariés. La participation des salariés, des critères qui datent de l'époque où on avait une inflation très élevée, un coût du travail, un coût d'endettement aussi qui était beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. Il y a peut-être une réflexion à mener et qui pourrait au fond rentrer dans ce contrat. Bah, ok, allez, on travaille tous un peu plus pour le même prix, mais on va faire des efforts en termes de gouvernance et de participation des salariés aux résultats de l'entreprise. Et Jean-Pierre a montré l'exemple en allongeant le temps de son intervention. Javier, la mesure, on va essayer de voir si vous êtes plus discipliné que Jean-Pierre, la mesure que vous avez envie de défendre. Depuis le début du débat aujourd'hui, on a souligné la distinction et l'articulation des 3 éléments fondamentaux. C'est de la productivité, la compétitivité et l'attractivité. Alors, il ne faut pas penser que des mesures orientées seulement à l'attractivité sont nécessairement bonnes pour la productivité et pour la compétitivité à long terme. Alors, une mesure que c'est à la même fois spécifique mais aussi très générale, est-ce que toute mesure prise et privilège surtout l'effet sur la productivité comme les piliers fondamentaux de la compétitivité. Alors ça c'est surtout pour les pouvoirs publics, mais ça aussi a une influence au niveau des entreprises. Et on va avoir les élections au Parlement européen au printemps. Et alors il faut que les chefs d'entreprise en France s'engagent pour réanimer l'enthousiasme sur les débats européens. Parce que l'attractivité et la compétitivité de la France ne peut pas se justifier seulement au niveau de la France. Il faut penser d'abord au niveau européen. Alors, ce sont un peu de mesures, des sujets sur lesquels l'INSEAD et en particulier les initiatives sur la compétitivité européenne que Bruno et moi dirigent vont continuer à travailler et à s'engager. Alors, nous sommes à votre service pour affiner ces recommandations et avoir un vrai impact sur la compétitivité en France en Europe. Je crois que c'est bien parti. Merci beaucoup, Javier. Alors, pour se dire les choses franchement, on ne pouvait pas, dans une séquence d'une demi-heure, faire la synthèse exhaustive de tous les travaux. Elle sera faite de façon méthodique, complète, pour que le matériau très riche qui a circulé entre nous puisse être évidemment ordonné et diffusé. Et alors justement, ça va commencer demain, dans un grand journal économique. Et là-dessus, je voudrais que Alain Dehaze nous en dise un mot. Et effectivement, on ne voulait pas que toutes ces idées, toutes ces recommandations qui sont sorties aujourd'hui, eh bien, restent lettres mortes. Et c'est pour ça qu'à l'issue des États de la France, demain, dans les Échos, nous publierons un manifeste. Un manifeste qui a été signé par plus de 50 présidents de sociétés étrangères installés ici en France. Donc plus que ceux qui ont assisté à notre journée. Hein. Je sais, il y a plus de 50 personnes, donc il y a eu énormément de ces présidents présents aujourd'hui, et on les en remercie vraiment de s'être associés à cette initiative. Et dans ce manifeste, qu'est-ce qu'on va leur dire ? On va dire que nous avons de plus en plus de mal à convaincre nos quartiers généraux de faire le choix de la France, qu'une menace plane face notamment aux concurrences des autres pays, et que nous devons vraiment affronter ces autres pays sur la capacité attractive de la France.
Et puis il y a 5 mesures. Hein. Il y a exactement voilà, alors je voudrais qu'on 5 revienne tout de mesures. suite à ces mesures et que vous les citiez. Elles apparaissent là. Ça sera les 5 propositions. Alors, ça serait, oui, Brièvement, voilà. ces 5 mesures qu'on résume en un choc d'attractivité. Et ces 5 mesures, c'est tout d'abord une demande d'assouplir en matière sociale les procédures d'information et de consultation, notamment en regroupant les différentes instances représentatives du personnel. En seconde mesure, c'est d'alléger les aspects pénaux du droit du travail, en supprimant notamment le délit d'entrave. Troisième mesure, c'est stabiliser, sécuriser l'environnement fiscal, notamment dans des domaines clés pour l'investissement international, tels que les règles de déductibilité, de calcul des taxes, d'utilisation des déficits reportables, et supprimer la possibilité de rétroactivité fiscale. On en a beaucoup parlé de ce mot aujourd'hui, rétroactivité. Quatrième mesure, étendre au domaine fiscal et notamment en matière de fiscalité environnementale, l'obligation d'accompagner tout projet de loi d'une étude d'impact. Une étude d'impact qui doit évaluer les conséquences, notamment sur l'investissement international. Et puis finalement, comme dernière et 5e mesure, engager une politique ambitieuse d'attraction et de rétention des talents internationaux, pas simplement des talents internationaux, mais aussi des quartiers généraux européens et mondiaux en France, en installant notamment des procédures d'immigration simplifiées pour les porteurs de projets et les individus à fort potentiel. Bien, alors vous retrouvez dans ces 5 mesures phares un certain nombre évidemment tous les sujets qui ont été évoqués. Certains sont presque des têtes de chapitre sur lesquels on pourra évidemment revenir de façon détaillée. Bien, merci beaucoup, messieurs. Je vais vous demander, Jean-Pierre, Ravière et Bruno, de bien vouloir rejoindre votre place. Et je vais demander à Alain, en 2 mots, vraiment très rapidement, d'accueillir Pierre Gattaz. Effectivement, cher Pierre, bienvenue. Vous venez d'entendre les attentes de notre communauté, celles des sociétés dont les capitaux sont étrangers, mais qui créent de la richesse en France. Nos sociétés, Christophe le rappelait en ouverture, eh bien, elles pèsent près d'un tiers du PIB de la France. Elles emploient l'équivalent de 13% des salariés en France, c'est plus de 2 millions de salariés. Et le quart de ces salariés sont actifs dans le secteur industriel. Et nous sommes persuadés que cette contribution à l'économie nationale, eh bien, elle mérite d'être écoutée. Car si le flux d'investissement étranger se tarissait, ça serait la prospérité de notre pays et le bien-être des Français qui seraient menacés. Nous avons décidé aujourd'hui, et nous ne l'avions jamais fait ainsi, c'est la première fois qu'on fait entendre nos voix de manière très pragmatique, nous avons décidé aujourd'hui de faire entendre notre voix, et demain d'ailleurs dans la presse. Nous l'avons fait car nous sommes persuadés que notre pays est aujourd'hui menacé de décrochage en termes d'attractivité. Nous l'avons fait aussi car nous sommes très régulièrement contrariés par le gâchis d'un pays qui ne mobilise pas toujours toutes ses énergies et tous ses talents. Nous l'avons fait aussi parce que nous avons l'intime conviction, bien placée pour le savoir, que la France a de nombreux atouts pour réussir. Oui, nous croyons dans la France, ce pays que nos sièges mondiaux ont choisi et d'où nous sommes citoyens. Oui, nous faisons aussi partie de la cité patronale aux destinées de laquelle vous présidez, Pierre. Que vous soyez là aujourd'hui démontre que nous sommes de la famille. Vous êtes celui qui a ouvert la grande porte à notre communauté et d'ailleurs, certains d'entre nous y occupent des responsabilités. De cela, nous tenions vraiment à vous remercier. Notre message, nous tenons avant tout à vous le présenter. Vous qui, patron des patrons, nous représente aussi pour que vous nous disiez comment vous l'accueillez. Merci. Merci beaucoup, Alain Dehaze. Pierre Gattaz, si vous voulez bien monter à la tribune, je vous rappelle que dans 15 minutes, nous clôturerons cette journée avec Louis Gallois, qui vient d'entrer dans l'hémicycle et qui a écouté nos recommandations. Et je pense qu'aussi, il aura un mot pour y réagir. Mesdames et messieurs, monsieur le commissaire, cher Louis, cher Denis, c'est un grand bonheur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, entre chefs d'entreprise, vous représentez des sociétés magnifiques internationales et les 5 recommandations ainsi que tous les débats que je viens de voir
sont vraiment dans le cœur des priorités d'action du MEDEF. Alors, vous le savez, notre obsession commune, c'est notre pays, c'est la France. Ce que nous constatons, c'est une France en effet qui est en train de décrocher. Nous voyons un pays qui est encalminé, qui ne bouge plus, où on a peur d'investir, on a peur encore d'embaucher. Je ne dis pas que tout est complètement noir, je ne dis pas que le gouvernement n'a pas rien fait, il y a des choses très bonnes. Le rapport de Louis Gallois est une référence en la matière. Le CICE reste quelque chose qui est un peu intéressant. Un certain nombre de recommandations ont été faites, des filières ont été créées par Arnaud Montebourg. Tout ça va dans le bon sens. Malheureusement, comme je le disais au ministre tout à l'heure, il faut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort, beaucoup plus loin. Et je pense qu'il faut, d'abord, il faut partir de l'obsession. L'obsession, pour moi, c'est la création d'emplois qui est liée à la compétitivité de nos entreprises et de notre territoire. C'est fondamental de partir par l'emploi, parce que c'est un mot que tout le monde connaît, qui n'est pas politique, qui est un mot émotionnel et qui nous concerne tous, pour nos enfants, nos petits-enfants et l'ensemble des citoyens français. Il faut rappeler tout de suite que qui crée de l'emploi en France, c'est l'entreprise. Eh bien, rien que la palissade, cette évidence, il faut l'expliquer. J'ai parfois quelques élus même qui me disent « mais non, pas du tout ». J'ai dit « écoutez, ceux qui peuvent créer de l'emploi durable, de l'emploi par les marchés, par l'innovation, par la compétition, c'est l'entreprise. Et derrière l'entreprise, vous avez en effet les facteurs clés de succès que vous connaissez tous. Les clients, bien sûr, l'innovation, on en a beaucoup parlé, l'excellence opérationnelle, dont je reparlerai un tout petit peu après, et puis la motivation de nos hommes, de nos femmes, l'épanouissement de nos salariés, leur employabilité. Ça a été le but de cette réforme sur la formation professionnelle, dont je vous parlerai aussi peut-être tout à l'heure. Et puis en amont de tout ça, eh bien, vous avez l'environnement de compétitivité du territoire France et l'environnement de confiance. La compétitivité, je le rappelle, c'est le coût du travail, c'est le coût de la fiscalité, c'est le coût de l'énergie, c'est le coût de la complexité. On peut rajouter le coût de l'euro-fort, cher à Arnaud Montebourg. On peut en débattre. Le MEDEF n'a pas une doctrine complètement affinée, finalisée sur le sujet. En tant qu'industriel exportateur, il est clair que l'euro-fort est un problème en France. Ce n'est pas un problème pour les Allemands. C'est une doctrine qu'il faut un petit peu affiner. Je reste sur les 3 ou 4 éléments de compétitivité coûts qui représentent ce que nous souhaitons pour améliorer le territoire France. Et puis vous avez l'environnement de confiance. Et ça, c'est un peu plus subtil. L'environnement de confiance, c'est la simplification de toute notre réglementation. Vous savez que nous avons 85 codes en France, 400 000 normes, que tout ce petit monde bouge de 5% par an. Il faut simplifier et il faut arrêter la prolifération de ces normes. Deuxième chose, il faut stabiliser cet environnement. Nous en avons beaucoup parlé aujourd'hui, cet après-midi, la stabilisation. Et ensuite, je dirais qu'il faut aussi changer l'état d'esprit. Il faut que nous assumions totalement l'économie de marché dans notre pays, qu'il y ait un gouvernement de gauche ou de droite. Je dirais que ce n'est pas notre problème. Ce qu'il faut, c'est que ce gouvernement, quel qu'il soit, ces élus, quels qu'ils soient, assument définitivement le choix de l'entreprise, assument l'économie de marché, assument le fait que la mondialisation est une opportunité extraordinaire pour notre pays, pour nos entreprises. Elle est historique, cette mondialisation. Et n'ayons pas peur, il faut absolument que tous nos gouvernements, ceux qui viendront dans le futur, et tous nos élus, ceux qui seront élus dans le futur, acceptent ces règles de base qui font que les pays qui réussissent aujourd'hui ont fait ce pari-là. Je veux parler de la Corée du Sud, qui il y a 30 ans était encore au Moyen-Âge. Ils ont fait le pari de l'innovation, ils ont fait le pari de l'entreprise, ils ont fait le pari de l'investissement, ils ont fait le pari de la mondialisation. Idem pour les Chinois, idem pour tous les pays qui réussissent actuellement. Donc je ne comprends toujours pas pourquoi la France n'a pas fait ce pari-là et ne l'assume pas encore. C'est l'un des premiers combats du MEDEF. Alors, pour rentrer dans le détail, car le constat, nous le connaissons, 10 000 rapports ont été faits sur l'état de la France, sur la consultation. Je remercie quand même Denis, avec son équipe, d'avoir contribué à ces réflexions. C'est très important que tous les cercles de chefs d'entreprise, quels qu'ils soient, contribuent à la pédagogie économique du pays et contribuent, je dirais, à faire avancer notre pays. Il y a dans l'action du MEDEF trois mots-clés, le combat, l'accompagnement et la pédagogie. Le combat, c'est le combat pour l'emploi, bien évidemment, qui se répartit en 2 sujets, le combat de conquête et le combat de réforme.
Le combat de conquête, c'est quoi? C'est le cap, c'est la vision, c'est l'ambition. Je ne crois pas que vous pilotez vos filiales ou vos entreprises sans cap pour vos salariés, pour vous-même, pour vos équipes. La France n'a pas eu de cap pendant 40 ans. Nous ne savons pas où est-ce que nous allons. Donc nous avons pris le taureau par les cornes avec Jean-Pierre Le Tartre, ici présent, et avec certains d'autres dans la salle que je remercie, comme Christian et d'autres ici présents, pour créer ce projet France 2020, une France qui gagne. C'est une France conquérante, c'est une France enthousiasmante, c'est une France qui donne envie et qu'on va écrire, que nous sommes en train d'écrire, avec un chômage qui va baisser à 7% à l'horizon 2020. Et cette France conquérante, qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, c'est une France qui relève 5 défis principaux. Quels sont ces défis principaux que nous pouvons relever à partir de la France? Le défi de la mondialisation, c'est le plus simple, enfin le moins difficile. Tout est à faire, nous sommes très mauvais. Nous sommes très mauvais, ça fait 15 ans qu'on est mauvais. La mondialisation, je trouve même que ça fait une trentaine d'années, après les 30 glorieuses, on ne s'est jamais remis, je dirais, de la mondialisation, du monde qui s'est ouvert. Il y a 7 milliards d'individus à équiper de services, d'assurances, de banques, de produits, d'équipements, d'infrastructures, de tout ce que vous voulez. C'est un défi que nous allons porter au MEDEF avec beaucoup de ténacité et de vigueur. Deuxième défi, les filières du futur à inventer. Tout est à inventer. Les besoins sociétaux, ce sont des mines d'or pour nous, Français. Lesquels? Transition énergétique, magnifique mine d'or, il y a tout à inventer, tout à créer. La santé, la dépendance, le vieillissement de la population, les biotech, le tourisme, la sécurité des biens, des personnes, des données, du territoire, tout ça, ce sont autant de services, de produits, d'infrastructures, de logiciels, de cartes à puce, de connecteurs à vendre dans le monde entier. Et ça répond à des besoins français, mais ça répond à des besoins de l'humanité. Donc il faut se mettre en ordre de bataille. Troisième grand défi, le numérique. Le numérique est partout, il faut là aussi s'organiser. Il y aura de la destruction d'emplois, mais il y aura aussi de la création d'emplois, plus que de destruction. Mais il faut l'anticiper, il faut regarder. C'est un problème de compétitivité, c'est un problème de compétitivité interne et de compétitivité externe. Quatrième grand défi, l'Europe. L'Europe, c'est notre cour de récréation. Il y a 500 millions d'habitants. En effet, il faut harmoniser l'Europe sur le plan social, sur le plan environnemental, sur le plan fiscal. Et il faut donner aussi un cap. Tout ce que je vous dis pour la France, il faut le faire pour l'Europe, ça me paraît évident. Et puis enfin, le cinquième défi, c'est celui de l'audace créatrice des jeunes, de l'entrepreneuriat, qui fait qu'il faut toujours autour de l'entreprise l'audace, l'innovation, le courage, la prise de risque. Il faut que toutes ces valeurs clés soient intégrées dans la culture française. Alors, ce qui nous rend optimistes, c'est qu'en effet, il y a 3 ans, le mot compétitivité était un gros mot. Le mot travail n'était pas très bien vu. Et puis, depuis quelques semaines, j'ai le plaisir de voir que le mot baisse des dépenses publiques rentre dans l'écho français, dans certains journaux. Et ça me fait extrêmement plaisir, car là, il y a 3 mois, baisse des dépenses publiques, c'était un horrible gros mot. Plus que ça, nous ne pouvions pas en parler. Donc, nous pouvons déjà en parler, comme quoi la France évolue. Ça, c'est le MEDEF de conquête, France 2020, une France qui gagne. Il y a un MEDEF de réforme. MEDEF de réforme, c'est en effet, nous sommes dans les buts, nous sommes nombreux dans les buts actuellement. Il y a beaucoup de tireurs en face sur le plan fiscal. Tous les projets de loi, toutes les propositions de loi qui sortent actuellement, il y a systématiquement un petit marqueur anti-économique, anti-entreprise qui nous est insupportable. Comme si à chaque fois, il faut nous mettre une petite gifle sur la tête chaque fois qu'on fait une réforme. Et ça, c'est vraiment insupportable. Ça contribue à un état d'esprit, ça contribue à une nervosité, une inquiétude énorme des chefs d'entreprise que je vois sur le terrain, qu'ils soient tout petits, moyens ou grands. Il faut vraiment arrêter cet état d'esprit qui donne un environnement de méfiance basé sur la suspicion, sur la fraude, sur le contrôle. Il faut transformer cet état d'esprit de méfiance que nous avons actuellement en France en un état d'esprit de confiance, basé sur le respect, l'estime, la motivation, la confiance tout simplement, parce qu'il faut que, encore une fois, les Français, nos élus, notre gouvernement, comprennent que nous avons les clés du succès de la France entre nos mains. Ça, c'est extrêmement important. Je le dis, je le dirai et je le répéterai, peut-être jusqu'à ma mort d'ailleurs, je ne sais pas. Deuxième grand défi, l'accompagnement dans la réforme, le dialogue. Deuxième grande action du MEDEF, l'accompagnement, c'est accompagner dans la réforme le gouvernement. Nous avons déposé sur le bureau du président de la République un pacte de confiance dans lequel nous avons dit nous sommes capables, nous, chefs d'entreprise, de créer 1 million d'emplois en France sous 5 ans. Ça a été signé par 85 fédérations, 120 MEDEF territoriaux en 48 heures, magnifique. Mais nous avons dit à la condition que vous ouvriez, Monsieur le Président de la République, 5 chantiers. Un chantier sur le coût du travail, au-delà du CICE bien entendu,
un chantier fiscalité, la baisse, un chantier dépenses publiques qui va permettre de faire les 2 premiers chantiers, car si on ne baisse pas les dépenses publiques, il n'y a aucune raison que la fiscalité baisse. Donc c'est un point, je dirais, c'est l'alpha et l'oméga de la surfiscalité française. 4e chantier, la simplification. Celui-là, nous avons applaudi à la nomination de Guillaume Poitrinal et de M. Mandon, qui vont s'occuper, je dirais, des priorités de simplification de la réglementation. Et le MEDEF alimente ce binôme. Et 5e projet, 5e chantier à ouvrir, les freins à l'embauche, qui doit intégrer les seuils sociaux de 9 à 49, le nombre de réunions d'IRP dans les entreprises, enfin, tout ce qui fait que nous avons toujours peur d'embaucher en France ou de nous développer en France. Il faut mettre les pieds dans la mare, et là nous allons le faire avec les partenaires sociaux dans ce chantier-là. Voilà 5 grands chantiers dans ce MEDEF de combat de réforme. Ensuite, MEDEF d'accompagnement, eh bien c'est le MEDEF d'accompagnement du gouvernement, je viens d'en parler par le pacte de confiance, MEDEF d'accompagnement et dialogue des partenaires sociaux. Nous sommes très heureux d'avoir pu signer il y a quelques jours, tard la nuit ou très tôt le matin, avec la grande majorité des partenaires sociaux, cette formation professionnelle, en fait, qui nous permet de dire nous allons moins dépenser, nous aurons une obligation fiscale moins élevée, de 1,6% obligatoire à 1% obligatoire seulement. Mais nous allons augmenter l'employabilité de nos salariés, leur formation permanente à travers le CPF, le compte personnel de formation, et un certain nombre d'obligations pour, je dirais, faire que nos salariés montent en puissance, montent en compétences et soient employables et aient moins peur de l'adaptation de l'entreprise au monde qui s'ouvre et d'avoir moins peur de changer d'entreprise. Car c'est ça le problème en France, il faut faire comprendre à nos équipes, nos salariés qui connaîtront peut-être 3, 4, 5 entreprises dans leur vie. Eh bien, la formation professionnelle qu'on vient de signer, c'est faire mieux avec moins. Et en parallèle, on essaye d'épurer un peu ce système, cet appareil de la formation professionnelle qui est percé un petit peu de partout, avec beaucoup d'évaporation dans tous les sens, qui nous permet que l'alambic s'évapore un peu moins et que lorsque vous dépensez 100 € pour la formation de votre entreprise, on ne retrouve pas que 50 € au bout de l'alambic, mais 80 ou 90 €, ce qui est beaucoup mieux. Ça, c'est un MEDEF d'accompagnement dans la réforme de dialogue. Et puis d'accompagnement de nos chefs d'entreprise, puisque je vous ai parlé d'exportation comme un défi fondamental. Il faut former nos patrons, nos TPE, nos PME, nos cadres à l'exportation, à la mondialisation, et il faut les former au premium. Il faut les former, je suis convaincu que la France ne s'en sortira que si on monte en gamme, en service et en industrie. L'exemple allemand est, je dirais, est effrayant, éblouissant, mais en effet, dans certains secteurs que je ne citerai pas, je suis désespéré de voir que eh bien, les Allemands sont aux premières places partout dans le monde et que nous ramons derrière, très très loin, par, je dirais, des produits qui sont low cost ou medium cost, qui n'est pas ce que nous aurons dû faire. Et je pense que là aussi, le MEDEF a un rôle vis-à-vis de nos fédérations, vis-à-vis de nos chefs d'entreprise, d'expliquer que le premium, c'est l'innovation, bien évidemment. Mais n'oublions jamais l'excellence opérationnelle, le processus. Le processus qui fait que votre produit ou votre service, eh bien, il est livré à l'heure, de la qualité au prix de revient. On oublie toujours, enfin j'en ai eu l'expérience à Radial, c'est que quand vous livrez une saloperie innovante à BMW, eh bien vous ne revoyez pas BMW pendant 5 ans, même si c'était la plus belle innovation du monde. Un produit ou un service peut être moins innovant, mais il est fondamental de maîtriser les processus, et ça nous allons nous en occuper aussi. Dernier point, la pédagogie, l'explication, MEDEF de pédagogie, MEDEF d'explication, c'est d'expliquer à tous ceux qui nous gouvernent, aux élus, aux parlementaires, à travers l'armée d'ambassadeurs du MEDEF que nous sommes. Il y a 750 000 adhérents au MEDEF, qui sont en immense majorité des TPE, des PME, qui sont sur le terrain. Eh bien, d'expliquer par eux, par cette armée d'ambassadeurs que nous sommes, aux élus, aux préfets, aux maires, aux Français, aux professeurs, aux proviseurs, que l'entreprise, c'est le plus bel endroit au monde. C'est là où on crée de la richesse, c'est là où on crée de l'emploi. Nous avons 70% des solutions de notre pays entre les mains. Et ça, personne ne le sait. Nous avons le problème de la solution à l'intégration des jeunes. Nous avons les solutions à l'intégration des minorités. Nous avons la solution à la dignité par le travail, l'épanouissement par le travail, la formation du travail en équipe, la formation à des métiers, l'investissement pour le futur, l'exportation, bien évidemment. Le pouvoir d'achat des ménages. On nous dit, mais attendez, il faut donner de l'argent aux ménages pour qu'ils consomment. Mais le meilleur pouvoir d'achat qu'on peut donner, c'est par le travail, c'est pas en donnant 100 € tous les mois de plus à des ménages. On va finir par tuer la poule aux œufs d'or en faisant ça. Il faut expliquer aux Français ce bon sens paysan. Il n'y a
pas besoin de sortir ni de l'EDA ni de l'X pour comprendre ça. Les Indiens, les Chinois, les Coréens l'ont compris magnifiquement en sortant du Moyen-Âge. Pourquoi les Français ne comprennent toujours pas ce bon sens paysan? Ça, il faut le dire, le répéter. La pédagogie de terrain. Nous allons aussi travailler à rapprochement des mondes. Il faut impérativement que nous nous rapprochions de l'éducation nationale, de nos hauts fonctionnaires, des magistrats, des journalistes, des élus. Et là, nous essayons de faire des initiatives de rapprochement, classe en entreprise, énarque en entreprise, stage obligatoire de nos élites françaises, 18 mois en PME, en ETI, sur lesquels nous travaillons d'arrache-pied. Enfin, voilà ce que je voulais vous dire. Je peux encore vous en parler pendant des heures entières. Voilà les combats du MEDEF, c'est surtout de l'action, comme vous voyez, car tout est écrit, c'est ma conclusion, tout est écrit, tous les rapports disent la même chose. Il faut maintenant qu'on passe à l'action. Les Anglais, les Américains diraient « just do it hein, »,« execute now », il faut exécuter, il y a urgence. Et je crois que, j'espère que grâce à ces combats et grâce à vos actions, grâce à ces colloques, grâce à ce que vous allez faire dans la presse demain, eh bien, la vérité économique, que le monde est une opportunité pour les Français, pour la France, que tous ces défis sont à portée de main. J'espère que les Français vont comprendre, que nos élus vont finir par comprendre, et qu'il faut qu'on répète, il faut qu'on fasse de nouveau des colloques, il faut qu'on se batte. Il y a urgence, j'espère que le président de la République prendra à son compte ce pacte de confiance qu'il a sur son bureau, et je vous remercie infiniment pour votre attention.